plongeons ensemble dans une des pièces les plus marquantes du XXe siècle, l'Antigone de Jean Anouilh. On est en 1942, en pleine occupation, et Anouilh reprend ce mythe grec ancestral pour en faire quelque chose de totalement différent. Il le transforme en un face-à-face philosophique d'une intensité rare, un duel entre l'idéal absolu et les compromis du pouvoir. Dès les premières secondes, le Scheur nous prévient. La tragédie chez Anouilh, c'est pas une histoire de choix ou de libre arbitre, non. C'est une mécanique. Une machine parfaitement huilée qui, une fois lancée, ne peut plus être arrêtée. Ce sentiment d'inéluctabilité, il va planer sur toute la pièce. Alors, où est-ce qu'on se trouve? À Thèbes, mais une Thèbes en ruine, dévastée par une guerre civile sanglante. Les deux fils d'Œdipe, Éthéocle et Polynice, viennent de s'entretuer pour le trône, laissant la cité fracturée et sans leader. Et c'est là qu'arrive le nouveau roi, Créon, leur oncle. Et lui, il ne perd pas de temps pour rétablir l'ordre. Son premier décret est d'une brutalité sans nom. Éthéocle, celui qui a défendu la ville, aura droit à tous les honneurs. Par contre, Polynice, le rebelle, son cadavre sera abandonné aux charognards et que personne ne s'avise de l'enterrer sous peine de mort. Et face à cet ordre implacable, il y a Antigone. Pour elle, cette loi, ce n'est pas de la politique, c'est bien plus profond que ça. C'est une insulte à quelque chose de sacré, une loi non écrite, celle de la famille, de la dignité humaine, des dieux. Écoutez bien ce qu'elle dit à sa sœur Ismène. Il n'y a aucune place pour le doute ou la discussion. C'est une question de rôle distribué d'avance. Le rôle de Créon, c'est de la faire mourir. Son rôle à elle, c'est d'aller enterrer son frère. C'est tout. C'est comme ça. Le scénario est déjà écrit. Mais attention, ce nom qu'elle oppose à Créon n'est pas juste un geste héroïque abstrait. Il a un coût personnel, intime et absolument dévastateur. Alors la vraie question, c'est qu'est-ce qu'elle est prête à jeter par-dessus bord? La réponse est simple, tout. Vraiment tout. Elle renonce à Aimon, son fiancé, qui est aussi le fils de Créon. Elle renonce à une vie simple, à la chaleur d'un foyer. Elle renonce à ce que Créon appellera plus tard le bonheur, ce bonheur fait de petits compromis. En fait, elle sacrifie toute sa jeunesse sur l'autel d'un principe. Et ce qui est terrible, c'est qu'elle ne se contente pas de prendre un risque. Non, elle va elle-même dynamiter son propre avenir. Dans une scène absolument déchirante, c'est elle qui repousse Aimon, qui coupe les ponts. Elle choisit la solitude et la mort. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Maintenant, changeons de perspective. Intéressons-nous à Créon. Anouilh fait quelque chose de génial. Il n'en fait pas un monstre. Créon, c'est l'homme qui a dit oui. Oui à la sale besogne du pouvoir, oui au job ingrat de diriger les hommes et d'empêcher le chaos. Sa philosophie, c'est le pragmatisme pur et dur. Pour lui, gouverner, c'est un métier, un artisanat. Son décret, il le sait, est horrible, mais il le voit comme un mal nécessaire pour éviter l'anarchie. C'est un homme qui a les mains dans le cambouis de la réalité, pas la tête dans les nuages de l'idéal. Et pour tenter de briser l'idéalisme d'Antigone, Créon va jouer sa dernière carte. Une révélation terrible, un secret d'État. Il lui avoue que toute cette histoire de bons et de mauvais frères, c'est une pure invention, une fable pour le peuple. En réalité, les deux étaient des vauriens qui ont tenté de faire assassiner leur père. Le héros et le traître, c'est juste de la communication politique. Là, on se dit qu'elle va craquer, que face à ce cynisme, son combat perd tout son sens. Eh bien, pas du tout. C'est même le contraire. C'est là que le conflit devient total, irréconciliable. Le pragmatisme de Créon se fracasse contre le mur de l'absolu d'Antigone. On a vraiment deux visions du monde qui s'affrontent.
D'un côté, Antigone qui veut tout sans la moindre concession ou alors rien, la pureté absolue. De l'autre, Créon qui défend la vie, la vraie vie, imparfaite, faite de petites joies, de compromis, de bonheur tangible. Et c'est cette phrase qui est la clé. On comprend que la révolte d'Antigone va bien au-delà de l'enterrement de son frère. Elle se rebelle contre la vie elle-même, si cette vie implique d'accepter la médiocrité, les arrangements, les petites saletés. Le bonheur de Créon, elle le vomit. À partir de cet instant, tout est joué. On est dans une impasse totale. Aucun des deux ne peut reculer. Et dans ce cas-là, la seule issue possible, c'est la destruction. La machine tragique va jusqu'au bout. Le cœur revient pour nous l'expliquer. La tragédie, c'est propre, c'est reposant. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de faux espoirs, pas de suspense. Tout le monde est coincé dans son rôle et va le jouer jusqu'à la fin. C'est inévitable et c'est ce qui rend la chose à la fois terrible et pure. Et le dénouement est une véritable hécatombe, un effet domino macabre. Le nom d'Antigone ne la tue pas seulement elle, il entraîne dans sa chute Aimon, son fiancé, puis Eurydice, la reine, la mère d'Aimon. La famille royale est anéantie. Au final, Créon a gagné. Sa loi est respectée, l'ordre public est sauvé. Mais le prix à payer est vertigineux. Il se retrouve absolument seul, à devoir continuer son métier de roi dans un palais vide, hanté par les fantômes de tous ceux qu'il a perdus. La pièce se termine sur cette image, une image d'une froideur terrible. Pendant que la tragédie se nouait, que des vies étaient brisées pour des principes, les gardes, eux, jouaient aux cartes, indifférents, et ils continuent de jouer. Ce qui nous laisse avec cette question un peu glaçante, face au grand déchirement de l'existence, le monde, finalement, ne fait-il pas que hausser les épaules ?